Eh bien, joyeux 8 mars. Forcément, Journée internationale des droits des femmes oblige, il était important de faire un épisode en lien. Alors, pour un épisode justement qui, je l'espère, sera le premier d'une longue liste, quoi de mieux que de parler de quelque chose qui nous a forcément influencé dès notre premier manga. Je parle bien évidemment du traitement scénaristique des personnages féminins. Par conséquent, montez le son, checkez votre mangatech, parce que aujourd'hui, ça va envoyer du très très lourd avec nos deux invités. Et donc de fait, vous connaissez la chanson. 3, 2, 1, place au générique. Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au travail. Ouvre grand tes oreilles, c'est important. Je suis pas bête, je sais que ça va pas être facile. T'as pas besoin de prendre des notes pour ça, enfin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepods. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Nous sommes le mois de mars. Quel mois, et surtout quel plaisir pas du tout de recueillir, mais plutôt d'accueillir de nouvelles invités, non des moindres, spéciales comme toutes les autres personnes qui sont venues dans ce podcast. Aujourd'hui, pour le mois de mars et donc pour célébrer la journée internationale des droits des femmes et des minorités de genre, j'ai le plaisir d'accueillir deux TikTokeuses, deux créatrices de contenu et bien plus encore, et un maximum d'applaudissements pour Mutamanga et Juju par le manga. Bonjour. Salut. Est-ce que vous allez bien? Ça va très très bien. Est-ce que toi tu vas bien? Bah écoute, ça va merveilleusement bien. Je suis extrêmement content de vous recevoir dans ce podcast. Alors, eh bien, ma foi, pour celles et ceux qui ne vous connaîtriez pas, est-ce que c'est français? Je ne sais pas. Est-ce que vous pourriez vous présenter toutes les deux? Vas-y, Muta, commence. Enchantée, Muta, fan un peu trop hardcore de manga et d'animation depuis plus de 15 ans maintenant, ça ne me rajeunit pas. Et je fais du coup des vidéos TikTok depuis un peu plus d'un an sur un peu tout et n'importe quoi qui concerne le manga et l'animation. Et Pardon, Juju? je suis Non, il perdue. n'y a aucun souci. Moi, Juju, un peu pareil, mais fan depuis beaucoup moins longtemps. Vraiment, le confinement m'a fait ouvrir les yeux. Je parle beaucoup d'œuvres engagées dans règle générale. Disons que ici, abat le capitalisme, tout ça. Donc, Merci. Yes, Queen. Eh bien, merveilleux, merci beaucoup. Alors, peut-être que vous l'avez lu dans le titre de cet épisode, vous l'avez bien remarqué. Aujourd'hui, c'est un sujet bien précis qui va ponctuer notre épisode. Que dis-je, être le fil rouge de cet épisode? Eh bien oui, puisque aujourd'hui, nous allons parler du traitement scénaristique des personnages féminins dans le manga, un sujet ô combien vaste, mais ô combien important également. Et pour commencer cet épisode, pour en faire son introduction, une question qu'on pose à chacun de nos invités. Eh bien, Juju, Muta, quel est votre rapport avec bien justement le traitement scénaristique de ces personnages féminins? Est-ce que vous avez un avis précis avant qu'on commence l'épisode? Juju, par exemple. Alors moi, c'est hyper compliqué parce que j'ai vraiment commencé les mangas tard. Et quand on grandit avec, je pense que c'est plus facile de voir l'évolution qu'il y a autour des personnages féminins notamment. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, j'ai direct vu la sexualisation. Enfin, c'était hyper compliqué quand j'ai commencé. Et tous les clichés qui venaient du manga par rapport à ça, j'étais un peu en mode, ok, peut-être qu'ils avaient raison. Et quand on fouille un peu plus dans les œuvres plus récentes ou plus niches, on finit par trouver son bonheur, quoi. Et Muta, de ton côté, est-ce que tu avais un ressenti similaire ou plus ou moins différent? C'est un peu compliqué parce que effectivement, j'ai commencé ma lecture des mangas et visionnage de l'animation assez jeune. Et effectivement, quand j'avais 10-11 ans, je me posais pas ces questions. Je prenais ce qu'on me montrait pour acquis. Donc, que ce soit des personnages féminins bien écrits ou pas du tout. Et c'est que plus tard, quand j'ai commencé à me construire en tant que femme, construire mon identité, mes valeurs, que j'ai eu un choc sur la fiction qu'on me présentait. Et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions et à me dire, ok, il y a des personnages féminins
que j'aime plus que d'autres. Pour quelles raisons? Il y en a qui me semblent parfaitement insupportables, voire dégradants. Pour quelles raisons aussi? Et ça a été tout un cheminement qui continue d'ailleurs d'évoluer aujourd'hui. Je pense que toute ma vie, je continuerai à me poser des questions sur les personnages de fiction qu'on me présente et surtout pourquoi ils sont présentés comme ça. Bah, alors justement, tu viens de mettre en lumière, un élément important, c'est, outre, le traitement spécifique des personnages féminins, il y a la construction d'un personnage en fiction. Est-ce que, selon vous, le manga suit des codes bien particuliers quand il s'agit de construire les personnages de manière générale? Est-ce que, on va dire qu'il y a un schéma qui se reproduit, de manière générale dans les fictions que vous lisez? Fiction ou non d'ailleurs? En vrai, je pense que ça dépend quand même beaucoup des cibles éditoriales. Si on prend les shonen, enfin type Niketsu, le disons cheminement vers le personnage principal reste globalement le même. Il y a un drame, il va un peu péter un câble et ça va mener à toute son aventure avec la rencontre de certains personnages. Mmh. Mais ouais, je pense que ça va dépendre vraiment beaucoup des cibles éditoriales, malheureusement. Je suis un peu d'accord, parce que de toute façon, je pense que les personnages, peu importe le médium, sont construits un peu de la même façon. Personnage vraisemblable, il évolue, il est cohérent avec son histoire, etc. Mais effectivement, en termes de code scénaristique, en fonction, je pense, du manga dans lequel on va évoluer, on va avoir vraiment des schémas qui diffèrent énormément. Mais j'ai l'impression que le cœur reste un petit peu le même pour essayer d'écrire un personnage de fiction plutôt cohérent. OK. Bah, merveilleux parce que je me permets de vous poser cette question pour introduire, on va dire, un peu les bases. Pour une raison assez simple, le manga reste un produit japonais et de fait, sa culture influence, énormément le produit final, bien que, bah, nous, occidentaux, lisons, également, ces produits-là. Mais effectivement, si je puis me permettre, il y a un excellent mémoire réalisé par une de mes camarades de fac, qui a écrit un mémoire donc qui s'intitule «L'attribution de rôles selon le genre, la représentation de la femme dans les mangas et les animés japonais». Donc cette camarade, c'est Juliette Laroche. Je la salue si elle écoute cet épisode. Et plus que d'autres, on va dire. En fait, le confucianisme, dans son introduction durant l'ère Edo au Japon, donc l'ère du shogunat, que vous allez bientôt découvrir dans Assassin's Creed Shadows, si je crois bien, en fait, a vraiment introduit un patriarcat institutionnalisé. Pour ainsi dire, en fait, la fonction sociale de la femme est déterminée par le foyer et par sa soumission au mari, et c'est quelque chose qui va vachement découler jusqu'à aujourd'hui, pardon, pour ainsi dire. Encore aujourd'hui, la fonction impériale de l'impératrice, justement, n'a aucune valeur, et c'est juste un rôle d'apparence, et ça, c'est quelque chose qui va encore plus s'appuyer avec le code civil de 1898, avec Matsuhito, puisque la femme, en fait, est reléguée à une fonction domestique. C'est quelque chose de forcément troublant. Est-ce que cette soumission féminine, malheureusement, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu dans certaines œuvres? Est-ce que, selon vous, le manga a hérité de ces fêlures, on va dire? Je sais pas si tu veux commencer, Juju, ou pas. Bah, moi, ça me fait penser à un podcast qui s'appelle Codex, Mmh. écrit au féminin et au pluriel. Et il me semble, peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble que j'ai déjà entendu parler de l'essai dont tu parles, de la personne, là, j'ai oublié le nom, qui est Super. hyper long. Ouais. Mais ça me dit vraiment quelque chose. Et dans Codex, du coup, elles en font référence, si je me trompe pas. OK. Il y a pas notamment du traitement des femmes dans les shoujo, où c'est généralement l'adolescence, où on fait tout pour avoir plus ou moins un petit copain, pour ensuite arrêter le manga un petit peu au moment où elle se marie. Et c'est vraiment tout ce cheminement de la vie hétéronormée et classique qu'on devrait mener selon la société. Et ça me fait penser un peu à ça, quoi. Ça a pas beaucoup, ça a changé parce que les vieux shoujo nous le montrent. Oui. Mais la société japonaise est quand même vraiment en retard sur le féminisme d'aujourd'hui, quoi. Bah, pour moi, quand j'ai vu la question sur le fil, j'ai trouvé trop intéressante parce qu'il y a
1 milliard de choses à dire. Je pense Mmh. que moi, en tout cas, les 2 axes que j'y vois, c'est d'un côté, on en parlait, le contexte sociétal et culturel. Évidemment qu'une œuvre d'un pays, va être gangrénée de ses codes, qu'ils soient positifs ou négatifs et on va pas se mentir, hein, le Japon, c'est pas un pays qui brille par son féminisme. En termes de normes patriarcales, que ce soit, la beauté, la maternité, le travail et j'en passe. Voilà, on est je trouve, hein, entre guillemets, on n'est pas sur un pays très en avance sur ces termes-là. Tu le disais d'ailleurs, j'ai plus le chiffre exact, mais tu faisais une liste de tous les pays en termes de normes, justement, et le Mmh. Japon était vers la fin, était genre 170e, alors que le Canada était 25e. Voilà, c'est assez Exactement. représentatif. Donc voilà, évidemment, pour moi, il y a le contexte sociétal et culturel. Mais en fait, parfois, je me dis, mais en fait, faut même pas aller si loin. Finalement, si on parle juste de la femme dans la fiction en général, Mmh. est-ce que le Japon ne continue pas de véhiculer ce qu'on voit aux États-Unis, en Europe, que ce soit via le fameux male gaze, qui est Oui. absolument insoutenable et qui participe à la sexualisation abondante, que ce soit El Famoso test de Bechdel, les fameuses 3 questions. Est-ce qu'il y a au moins 2 femmes qui sont nommées dans le récit? Est-ce qu'elles parlent ensemble? Et surtout, est-ce qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme? La majorité des histoires qu'on connaît tous, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, ils échouent totalement à ce test-là. Enfin, il y a 1 milliard de choses, en fait, qui nous disent que, oui, le Japon est en retard, mais globalement, soyons honnêtes, en tout cas de mon point de vue, si on va aux États-Unis, on retrouve un petit peu, malheureusement, ces mêmes clichés qui perdurent dans la fiction en général, quoi. D'autant plus que, alors j'écoutais un podcast qui s'appelle Arigato, d'un confrère. Je vous invite pareil à l'écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Et une des invitées, malheureusement, j'aurais plus son nom, il me semble que c'est la 3e ou 4e invitée de ce podcast-là, disait que au final, la majorité des œuvres américaines reprennent énormément des autres fictions. Alors elle était spécialisée dans l'œuvre de Satoshi Kon, et effectivement, un Perfect Blue ou un Paprika, au final, bah, il y a des échos énormes et donc des représentations qui sont extrêmement clichés. Ouais. Et tu le disais, effectivement, le Japon, en termes sur le classement des égalités, oui, enfin, sur l'égalité femmes-hommes, alors à l'époque de l'article, c'était 116 sur 156. J'ai regardé tout à l'heure, il me semble qu'il a encore baissé, Oh là puisqu'il là. était sur 130 sur 156. Non, Donc mais Ah, ouais. c'est chaud. Mais ça m'étonne pas plus que ça, finalement, très sincèrement. malheureusement, oui. Oui, oui, Mm. dans une époque où la fascisation est d'autant plus présente, Mm. enfin, c'est quelque chose qui était aussi soulevé. Le non-consentement pour qu'il soit inscrit dans la définition du viol dans la législation japonaise sera 2017. Ce qui Non, montre, c'est lunaire. Ouais. C'est voilà. beaucoup trop tard quand même. Et paradoxalement, c'est à travers le manga que, on va dire, il y a une sorte de résistance féministe qui s'est Mm, mm. créée. Petit point de vue historique et après j'arrête de parler. Les mouvements féministes comme ce qu'on a eu, on va dire les suffragettes en France, etc., c'est Mm. des choses ultra minoritaires au Japon qui se sont fait, on va dire, tuer dans l'œuf, pour ainsi dire. Et cette résistance, elle est apparue avec le manga, pour ainsi dire, ou en tout cas, une des formes, ça a été dans le manga, avec des autrices de renom comme Ryoko Ikeda, qui a écrit La Rose de Versailles chez Mm, Kana. mm, mm. Ça reste, on va dire, une écriture vachement en avance par rapport à l'époque mondiale, on va dire. Clairement. Mais c'est ça qui est assez paradoxal et qui me fascine avec le manga, c'est qu'à la fois ils sont en retard, mais ils ont été tellement précurseurs sur tellement de sujets. Je parle notamment, il y a beaucoup de mangas qui parlaient par exemple de transidentité, mais Mmh. il y a plus de 20 ans en arrière, effectivement, qui parlaient de personnages forts, de personnages féminins. On pourrait en citer plein. Donc c'est vraiment extrêmement paradoxal de se dire, ok, on a un pays qui est très en retard sur certains sujets, mais dans la culture, il y a vraiment eu un petit peu cette résistance, cette mise en avant de sujets qui aujourd'hui pourraient nous sembler tabous, alors qu'en fait ça fait 30 ans qu'ils existent dans le monde du manga, quoi. Alors justement, est-ce que vous avez, des vieux titres qui vous ont marqué par leur avancée, ouais, par comment on dit? Le fait qu'ils soient précurseurs par rapport à leur époque? Est-ce que vous avez des titres comme ça à la volée? Je sais pas si vous connaissez Comme elle. C'est un vieux shoujo, mais il date Non? pas tant que ça. C'est un vieux shoujo des années 2000 peut-être. Et OK. dedans, il y a des courriers de lecteurs.
Et en fait, c'est vraiment des relations toxiques, mais vraiment, là, faut aller en prison, tu vois. Et dedans, t'as des avis de lecteurs. Donc, c'est trop bien la maison d'édition qui avait fait ça. Tu peux envoyer ton avis, etc. Et ça apparaît à la fin du tome. D'accord. Dedans, il y a juste énormément de normalisation de cette relation hyper toxique. Et les gens sont en mode « Ah non, mais j'aimerais trop que lui, ce soit mon copain et tout. » Alors que pas du tout, les gars. On parle quand même d'une relation hyper problématique. Alors que moi, d'après ma lecture, et peut-être des fois, j'ai un peu trop tendance à surinterpréter, mais pour moi, c'était pas du tout romantisé, tu vois. Donc là, c'est le genre de truc, des fois, ça... Je sais pas, je comprends pas. mais vrai sujet, hein, malheureusement, ça fait partie du cœur du problème aussi, hein, je pense, la romantisation de côté toxique. Mais effectivement, tu le disais, heureusement, je trouve qu'il y a plein de mangas, même qui sont entre guillemets dits vieux, je ne sais pas. Tu parlais de La Rose de Versailles. Vraiment classique, œuvre exceptionnelle sur énormément d'aspects. C'est un peu plus récent, mais même le travail de Ai Yazawa, que ce soit des Nanas, des Paradise Kiss, ça évidemment, ça a mis en exergue énormément de sujets dits tabous d'un point de vue féminin. J'ai pas beaucoup lu ce qu'elle a fait, mais il y a Moto Hagio aussi, Le Bien Clan sûr. des Pots, Barbara, Rumiko Takashi, Inuyasha, Ranma 1/2. Enfin, évidemment, Takeshi aussi avec Sailor Moon. Bref, je pourrais continuer. En vrai, il y en a des dizaines et des dizaines. Mais effectivement, heureusement, cette notion un peu féministe et de mise en avant des minorités, c'est quelque chose qui existait avant. Et il y a des femmes qui sont vraiment imprégnées de ces codes-là 20 ans en arrière. Et merci à elles parce que je pense très sincèrement qu'elles ont eu un impact assez conséquent sur le médium en général. Et ce qui est assez paradoxal aussi, c'est que des auteurs assez conservateurs qui eux-mêmes sont critiqués pour diffuser une sorte de sexisme, ont parlé de transidentité, de représentation de femmes fortes, etc. Dans les années 80-90, là, le nom qui me vient en tête, c'est Tsukasa Ojo, que vous connaissez pour Nicky Larson, donc Ouais. City Hunter, pour donc Cat's Cat Eyes. Size, ouais, c'est ça. Et là, avec la sortie récente en format deluxe de F-Compo, on parle de transidentité de manière brute, frontale, dans des années 90 où c'est clairement pas la norme. Et au final, on est quand même, on va dire que, mais on y reviendra tout au long de l'épisode, on se réjouit, on va dire, d'une nouvelle ère où effectivement on a plus conscience du traitement scénaristique, etc., avec plus d'égalité, etc. Mais déjà à l'époque, il y avait des avancées énormes, de la même façon qu'un Osamu Tezuka, avec toute sa période sombre, parlait de femmes fortes, de femmes qui ont vu une réalité dure de la vie, quoi. Ah bah, Ayako de Tezuka, ça m'a vraiment traumatisé, hein, pour le coup. Malheureusement, oui. C'était compliqué, ouais. Très, très, très compliqué, très compliqué. D'ailleurs, pour rappel, comme elle que tu viens de citer, Juju, c'est dispo donc chez Delcourt en 13 tomes, série terminée. Bref, faites-vous plaisir, foncez, d'autant plus que c'est un excellent manga. Vous le citiez tout à l'heure, la classification des mangas, shoujo, shonen, seinen, josei, etc. Avant même qu'on en parle, est-ce que vous pouvez présenter ce que c'est? Juju, par exemple. Alors, en gros, au Japon, ça fonctionne un peu différemment d'ici. On a des magazines de prépublication qui sont classés par genre, donc shoujo, shonen, seinen, josei. Après, il y a d'autres trucs qui est, par exemple, pour les enfants, etc. Shonen, c'est pour les jeunes garçons, shoujo pour les jeunes filles, seinen, les jeunes hommes, et josei, c'est plutôt les jeunes femmes. Et on va avoir des magazines spécialisés un petit peu dans ces cibles éditoriales. À ne pas confondre avec le genre, parce qu'il y a souvent un peu cet amalgame qu'on confond, et pitié, arrêtez de faire ça. Et par exemple, moi personnellement, les librairies que je préfère, c'est celles qui sont vraiment rangées par genre, parce que par cible éditoriale, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens finalement. En tout cas, pas en France. Eh bien, avant même qu'on parle justement de la manière dont dans toutes ces catégories éditoriales, les femmes peuvent être représentées, même les minorités de genre, question classique, est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui? Est-ce que vous y voyez un intérêt en tant que lectrice? Très sincèrement, oui et non, mais on va plus se diriger, même beaucoup plus vers le non. Encore une fois, comme l'a très bien dit Juju, aujourd'hui, c'est des classifications marketing. C'est vraiment juste des gens dans un bureau qui se sont dit, tel manga va être édité dans le Shonen Jump, donc c'est un shonen. Ça révèle en rien de ce qu'est l'œuvre, de ses messages, et cetera. Donc, en fait, à part encore plus les classifier et éloigner un certain public de certaines œuvres,
ça pour moi, ça sert pas à grand chose. Alors, j'entends que, par exemple, la romance shoujo, qui est Mmh. très codifiée, voilà, puisse être mise un peu à part parce que certaines personnes et cetera, pourraient pas être sensibles à ce genre de code. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un mot, pour les séparer alors que juste lire la couverture et regarder un petit peu la le tome suffit à comprendre, vers quel public est destinée une œuvre, voilà. Mmh. En fait, disons que en tant que femme, moi, j'ai toujours lu des œuvres à destination de tous les genres, des œuvres créées pour les femmes, pour les hommes ou peu importe. Alors que malheureusement, aujourd'hui, une œuvre à destination des femmes, c'est une œuvre qui ne s'achète pas. Il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas y aller parce qu'il y a l'étiquette shoujo, en gros, qui dit attention, c'est pour les femmes, c'est pas pour vous. C'est tellement dommage parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, shoujo n'est pas égal romance. Donc, Totalement. classifier, ça sert à rien. Voilà, faisons comme dans tous les autres médiums et mettons de l'horreur, du drame, de la romance. On s'en sortira très bien, je pense. Le lecteur ne devrait pas être trop perdu. D'autant plus que, ça y est, on va dire, suite à une bataille médiatique sur les réseaux sociaux, on va dire que les lecteurs et les lectrices ont enfin gagné, puisque même des grosses maisons comme Glénat ont pris le Mm. pas. Et puis, donc maintenant, enfin, on va dire que c'est plus classé en shonen, shoujo, etc. Donc il Oui, y a du mieux. mais clairement. Et il faut, c'est bien, je trouve que c'est une belle avancée. Eh bien, malgré ce manque de clarté dans la classification, c'est quelque chose qui même, on va dire, empiriquement, sert de repère, ce qui n'est pas bien du tout, hein, on est d'accord. Mais, pour la préparation de l'épisode, je suis allé voir, les chiffres du Centre national du livre et comme tu l'as dit, malheureusement, la classification, shoujo, reste, un frein pour bon nombre de lecteurs puisque, je prends les chiffres de 2020, donc de la pratique de la BD, chez les Français et par exemple, chez les enfants, mais même chez les adultes, en fait, plus de 70% des lectures des Français, c'est du shonen contre, Mm. à peine 30% pour les shoujo et les autres types, style seinen et cetera, en fait, ça existe quasiment pas chez les enfants et un peu de représentation pour les adultes. Bref, on va dire qu'aujourd'hui, c'est horriblement freinant pour découvrir un genre, on va dire plutôt des classiques qui sont géniaux en fait. Et je me permets une mini Bien aparté, sûr. surtout que ces chiffres-là n'ont pas de sens parce que les éditeurs français s'amusent eux-mêmes à tronquer les cibles éditoriales. Bon, c'est l'exemple le plus connu, mais il est très révélateur. Genji Ito, qui fait de l'horreur. Au Bien Japon, sûr. c'est un shoujo. Sauf que quand c'est venu chez Mangetsu, ou c'était Glénat, je crois, à l'époque, évidemment, il a été édité en tant que seinen. Donc, rien qu'en France, ça respecte même pas ce que veut le Japon. Donc, à partir de là, si c'est biaisé, ça sert à rien de continuer parce que sinon, c'est trop facile. On range ça où on veut et ça a plus aucune valeur. Totalement. Mmh. Pardon, excuse-moi. Non, j'allais dire que ça montre vraiment juste du sexisme intériorisé. Et Totalement. déjà, moi, j'aimerais bien savoir pourquoi, de base, ils ont décidé d'importer ça en France. Genre, dans l'idée, j'en vois pas l'intérêt, quoi. Ouais, clairement. Je vous rejoins totalement, et d'autant plus qu'on va analyser ça de manière plus poussée, puisque si vous êtes d'accord, en fait, je trouve plus ou moins intéressant le fait de comprendre comment les personnages féminins, voire minorités de genre, sont traités dans chaque catégorie éditoriale japonaise, puisque au final, d'une section à une autre, on va dire qu'il y a une représentation genrée, stéréotypée, mais de manière très différente. Forcément, le plus classique, c'est le shonen. Forcément, on peut penser directement à l'hypersexualisation des femmes. One Piece, Bleach, on peut même aller sur du Soul Eater ou du Fire Force. Est-ce que c'est quelque chose qui vous saute aux yeux de manière générale? Franchement, moi, je vais juste dire oui. Je pense que j'ai même pas besoin de détailler. C'est une évidence pour moi, très sincèrement. J'ai même du mal à me dire que c'est un fait qui est contestable aujourd'hui, l'hypersexualisation des personnages féminins dans les œuvres dites classées pour les hommes, quoi. Juju, de ton côté, tu ressens la même chose? Ah, mais oui. En fait, c'est tellement obvious. Et les gens qui Mm. sont un peu en mode non, mais en fait, arrêtez de trouver des excuses pour X ou Y raison. Faire un personnage qui a des proportions humaines, ça tuera personne. Déjà, non, mais c'est vrai, hein, c'est tout bête, mais déjà, c'est super révélateur, quoi. Et bien justement, est-ce que ça tend vers du mieux? Ou c'est une reproduction qui
sous forme d'apparence plus ou moins progressiste, va dire non, mais pas totalement, ou c'est quelque chose qui continue et de manière totalement assumée? En vrai, je pense il faut regarder par exemple Jujutsu Kaisen. Mais merci, en fait. Juste, quand on a du Nobara, du Maki, etc., qui ont des proportions humaines, qui sont des personnages réfléchis, intéressants, qui apportent quelque chose à l'œuvre, ou même un peu moins récent, on a My Hero Academia. Les proportions, je parle plutôt du manga, parce qu'il me semble que l'animé, c'est pas pareil, mais Ouais. Ochako, Momo, elles ont des proportions réelles, quoi, avec un petit peu de ventre ou des cuisses un peu plus rondes que le culte de la minceur qu'on voit au Japon, quoi. Donc merci, en fait. Mais c'est pas encore totalement ça, quoi. Bah, je suis peut-être un peu plus défaitiste parce que, bon, déjà, j'ai un regard qui est biaisé, hein. C'est vrai qu'on aurait dû mettre en trigger warning en début d'épisode. On va faire des généralités, mais évidemment, il y aura toujours des contre-exemples à ce qu'on va dire et notre avis, évidemment, est objectif. Est-ce qu'il y a du mieux? Très sincèrement, je pense pas. Je veux dire, on remonte 30 ans en arrière, peu importe, les genres, il y avait des personnages hyper sexualisés, il y avait des œuvres où ça allait mieux et aujourd'hui, effectivement, il y a encore des shonen récents avec des personnages hyper sexualisés, mais il y a aussi des œuvres, comme l'a dit Juju, où ça va mieux. Sur le côté hypersexualisation, très sincèrement, bon, ça existe, en fait et c'est un peu triste ce que je vais dire, mais ça a toujours existé et je pense que dans 40 ans plus tard, dans le manga, on trouvera toujours, des femmes, beaucoup trop sexualisées pour leur univers et pour l'histoire. Donc il y a des contre-exemples, bien heureusement, sinon ce serait catastrophique, mais j'ai pas l'impression que c'est un truc qui va disparaître. Et là, on parle du manga, et je pense que ça disparaîtra pas dans toutes les œuvres de fiction, peu importe les pays et dans le médium. C'est un cliché qui, pour moi, est beaucoup trop ancré pour que ça n'existe plus, en fait. Ok, très bien. Je vais garder quelques questions qui passent par mon esprit pour la partie juste après, pour continuer dans ce débat-là. Juste avant, si on a dit que le shonen, c'est quelque chose, on va dire, où effectivement il y a une représentation genrée stéréotypée des femmes et des minorités de genre, est-ce que son versant, on va dire, opposé, même si c'est pas du tout la bonne terminologie, le shoujo, est-ce que pour autant les femmes sont représentées de la bonne manière? Shoujo dans le sens caricatural, bien évidemment. Ouais. En vrai, ça va dépendre. Quand on voit, par exemple, je vais prendre vraiment l'exemple de TikTok. Là, il y a eu la saison 2, si je dis pas de bêtises, de Sawako qui est sortie il y a pas très longtemps. On a My Happy Marriage, etc. Et on a que des avis, mais qui représentent vraiment, encore une fois, une misogynie intériorisée. On va critiquer le personnage féminin parce que elle est nièce, parce que elle a des sentiments, tout simplement, parce qu'elle a envie de pleurer, parce que c'est un humain, quoi. Et on va la critiquer et on va dire qu'on préfère les personnages forts comme Mikasa ou ce genre de choses, qui montrent encore une fois un problème parce qu'en fait, finalement, les personnages que vous aimez tant, c'est des personnages forts et qui représentent un petit peu les caractéristiques masculines, entre guillemets. Et c'est un peu dommage parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un personnage comme Toru qui a pas peur de montrer ses sentiments et... Enfin, je sais pas. Vite, prenez-nous la main là et changez un petit peu, s'il vous plaît. Parce que, enfin, je sais pas, mais c'est toujours un peu la même chose et toujours un peu la même rengaine. Les personnages comme Sawako, ils existent en fait. Et quand vous les critiquez eux, en fait, vous critiquez un peu... malheureusement, indirectement, les personnes qui s'identifient à ce genre de personnage. Et c'est trop dommage, en fait. Mouton, de ton côté? Je vais encore jouer la carte un petit peu pessimiste de la chose. Je vais essayer de pas trop parler, désolée d'avance. Plusieurs points. Déjà, je rejoins à 1000% Juju. J'en ai marre des fameux bons personnages féminins qui, en fait, ne sont juste... que des personnages forts aux traits dits masculins qui sont forts, qui pleurent pas, qui sont pas émotifs. Non, à un moment donné, voilà, ça suffit, ça m'énerve. Pareil, j'en ai marre qu'on critique des personnages féminins seulement parce qu'ils sont sensibles, doux, etc. Ça, pareil, c'est un fait. Là où je vais avoir un peu plus de mal avec la représentation féminine dans les shoujo, c'est sur ce qu'on va appeler les personnages dits Marisu, à savoir les personnages parfaits. En fait, dans le shoujo, aujourd'hui, pareil, je fais une généralité, j'ai l'impression, de mon point de vue, encore une fois, c'est pas une vérité, que les personnages avancés, féminins, sont toujours parfaits. J'ai l'impression que c'est une représentation un peu
rêver de ce que devrait être la femme au Japon. Elle est douce, elle est mignonne, elle est timide, elle a pas vraiment de défaut à part d'être peut-être un petit peu trop sensible. Alors, c'est pas une critique envers ces personnages, parce que ces personnages existent. Pour autant, aujourd'hui, dans les shoujo, on a vraiment extrêmement peu de diversité sur le type de femme qui est représenté. Et en fait, encore une fois, on a des personnages qui sont parfaits. Parce que moi, je m'en fiche d'avoir une personnage qui est un petit peu sensible. C'est humain, c'est normal et il faut que ça existe. Mais pour autant, on est vraiment sur toujours des personnages parfaits, des personnages d'ailleurs qui sont confrontés à des sujets dits féminins, l'amour, les garçons, l'amitié. Voilà, on parle pas de sujets qui sortent un petit peu de la condition féminine, ou du moins qui sont peut-être un peu plus attribués dans les récits d'hommes. Donc, je trouve ça dommage, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal avec certains mangas shoujo, parce que j'en ai marre de la perfection des personnages féminins. C'est des personnages qui évoluent, mais peut-être très peu, ou en tout cas, quand ils évoluent, ils restent dans leurs conditions féminines, de ce que la société attend d'eux, qu'ils soient calmes, polis, qu'ils se mettent en couple, qu'ils soient mignons, tout carré. C'est bien que ça existe, mais c'est dommage que ça existe peut-être un petit peu trop. Après, encore une fois, c'est mon avis biaisé, hein. Du shoujo, j'en lis, mais peut-être pas à outrance, donc peut-être que je me trompe, mais c'est ce que je ressens, en tout cas, depuis ces dernières années. Non, en vrai, t'as grave raison. Et je trouve que c'est un peu ce qui nous... Bah moi, j'ai vraiment du mal, personnellement, à m'identifier au personnage de shoujo, parce que Ouais. c'est pas du tout moi. Enfin, si... Mm. Je sais pas si vous connaissez peut-être Sawako. Ouais. Et bah, elle a 2 copines, et parmi ces 2 copines, il y a un petit peu la pote bourrue, qui arrête pas de faire des conneries, enfin, qui est maladroite dans ses propos, pas ça. C'est la personne à qui je m'identifie. Et il y en a Mais pas en tant que totalement. personnage principal, et c'est trop dommage. C'est ça. Les personnages dits humains sont plus là pour être des ressorts scénaristiques ou pour faire avancer le scénario, alors que le personnage principal est vraiment le cliché de la fille qu'on doit être, tu vois. En mode, si demain tu veux être une héroïne qui pécho des mecs, bah sois calme, sois mignonne, parce que c'est la société qui attend ça de soi, et tu réussiras si tu respectes ces codes-là. Et c'est très misogyne, en fait, comme vision, quand on y pense. Ouais. Donc, certes, le shoujo est en avance sur certains points, mais je trouve qu'au fond, il y a quand même une vision très ancrée et très misogyne de faut que je fasse ça pour que je réussisse. Bah, peut-être dites-moi si j'ai tort, mais je trouve que ce soit côté shonen, neketsu classique ou shoujo, les années 2000 en fait reproduisaient vraiment un schéma patriarcal hyper marqué. Alors effectivement, je citais Soul Eater et d'autres dans l'aspect shonen, mais des mangas style Vampire Knights sortis dans les années 2000, en fait, bien que ce soit un shoujo, on est sur une reproduction patriarcale, effectivement, où en fait c'est l'héroïne, mais complètement transie dès que des hommes sont là, alors que, bah non, femme forte, quoi. Enfin, merde. Merde. Putain. Après, c'est aussi tout le problème des personnages féminins dans les shonen, c'est qu'il y a souvent ce syndrome de Peach et Mario, faut sauver la meuf, un petit peu comme Tokyo Revenger, etc. Ou le personnage féminin qui est là pour avoir une histoire d'amour, mais qui n'apporte rien à l'œuvre. C'est barbant, en vrai. Mais en vrai, c'est un sujet trop intéressant et je suis incapable de l'expliquer, mais je te rejoins totalement. Dans les années 2000-2010, les héros masculins de shoujo, ah mais c'était des bad boys qui étaient violents, qui insultaient l'héroïne, etc. C'est vraiment, enfin, des Maid-sama, des Itazura Nakis, je veux dire, il y avait pratiquement que ça. Moi, mon adolescence, ça a été des shoujo constitués de ce genre de mec très toxique. Aujourd'hui, ça existe presque plus. Les shoujo qui sortent récemment, je pense à A Sign of Affection par exemple. Bien sûr, ouais. Bah, on est sur Ouais. des green flags ambulants. Alors c'est génial, hein, mais je comprends pas comment la transition en moins de 10 ans a eu lieu. C'est une bonne chose, mais je pourrais pas l'expliquer, quoi. D'autant plus que ce qu'on reçoit, nous, en tant que marché français, c'est quelque chose de filtré. Donc forcément, Ouais. on va dire qu'il y a des maisons d'édition qui étaient là derrière. Mais je pense aussi aux shoujo qui passaient sur les télés. Au final, en fait, on était sur un marché dans les années 2000, que ce soit à la télé ou dans nos librairies, qui était quand même très marqué en termes politiques, on va dire, sociopolitiques. Mais alors, derrière ça, derrière le shonen et le shoujo, il y a deux autres catégories qui se cachent derrière, réservées, on va dire, enfin réservées, non, c'est pas le bon terme, mais en tout À cas, l'élite. voilà, c'est ça, aux sachants. En tout cas, les équipes marketing le réservent on va dire, à ceux qui ont un capital économique extrêmement supérieur, on va dire. C'est le seinen et le josei, donc ce que tu disais, réservé, on va dire, plus ou moins pour des jeunes adultes. De la même façon, est-ce que, selon vous, le josei, le seinen, on va dire que ça y est, c'est enfin la fin des représentations misogynes, patriarcales, etc. Parce que c'est réservé à des jeunes adultes.
Mmh. Alors, Ouais, elle fâche ces questions, je sais. alors, bon, je vais vraiment parler à l'aide de mes connaissances, donc ça va pas être très construit, mais le seinen, non. Encore une fois, enfin, pour moi, en vrai, seinen, shonen, pareil, il y a pas non plus tant de différence, hein. SNK, c'est un shonen, enfin, alors que ça pourrait être seinen, enfin bref. Ouais. Non, donc pour les œuvres adressées à un public masculin, souvent fait par des hommes, je vois aucune différence. Pour le josei notamment, par contre plutôt, en fait, vu que le josei met plus souvent des femmes, adultes en protagonistes, là, pour le coup, je trouve ça plus intéressant parce qu'on va commencer à toucher à des sujets, type, la sexualité, le deuil, le mariage et cetera, qui commencent justement à faire évoluer ce qu'on disait tout à l'heure, de cette fille, à l'école, dans le shoujo, qui est toute sympa, qui obéit aux règles. Le josei se permet parfois d'aller un petit peu plus loin en termes de représentation de la femme et d'impact de la femme. Par exemple, il y a plein de mangas de josei qui parlent de harcèlement au travail, mais d'un point de vue féminin. Trop Oui. intéressant, c'est un sujet sociétal, etc. Il y en a plein aussi qui commencent à parler de sexualité. On pourra parler notamment de Akane Torikai, aka une des La queen. la queen, Exactement. la queen de la queen, qui est vraiment voilà très impactante et qui a saisi un petit peu les codes du josei et qui se permet justement de faire des personnages nuancés féminins parce qu'ils sont adultes aussi. C'est peut-être plus simple d'élargir un peu le propos avec des personnages adultes. Finalement, la star de Hakata, quoi. Ah mais vraiment. C'est vraiment devenu leur autrice phare et merci à eux d'éditer. Mais c'est vrai que globalement, Hakata est quand même une maison d'édition plutôt engagée. Mais ouais, pour le coup, je suis plutôt d'accord avec Muta, mais c'est vrai que du coup, moi, j'ai vraiment du mal à me lancer plutôt dans des lectures de shonen ou de seinen, mais je suis vraiment beaucoup plus centrée sur le josei, donc mon avis va être un peu biaisé, quoi. Je lis presque ça. Je me permettais de vous poser cette question parce que de mon côté, on va dire que je me tourne pas mal vers le seinen et effectivement, si je vous rejoins de manière générale, on va dire qu'il y a des mangas d'auteurs, ça se voit pas à la caméra, mais enfin, ça se voit pas sur le podcast, mais je le mets vraiment entre guillemets, comme l'auteur de Gun, donc Yukito Kishiro, ou donc forcément celui qui a écrit Evol, et je vais trouver son nom très rapidement, Atsushi Kaneko, ouais. qui mettent, on va dire, je vais pas faire le démago en disant qui enlève toute représentation genrée dans ses personnages. On peut, enfin, homme, femme, ce que vous voulez, ça n'existe pas. Absolument pas, bien évidemment, il y a des reproductions biaisées, mais on va dire que la propension de genrée est beaucoup moindre que sur d'autres œuvres, sachant que il y a énormément d'autrices de seinen au final. Ouais. Pour avoir lu Evol, je suis complètement d'accord avec toi. D'autant plus qu'il a écrit Bambi, il me semble, mais c'est Desenko, s'il me semble, qui est le. Ouais, il a fait ça aussi. C'est ça qui est le. C'était quoi la reproduction, enfin l'hommage à Osamu Tezuka, dans un délire année soviétique. J'ai plus son nom. Bref. Alors là, aucune idée. C'est bon, en tout cas, je vais trouver le nom d'ici là et je le mettrai en post-prod. Mais effectivement, heureusement qu'on a des auteurs plus adultes pour mettre en scène cela. Mais si vous êtes d'accord, j'aimerais vous accompagner vers une autre partie de l'émission qui est justement ce qu'on a commencé à mettre en avant. Est-ce qu'il y a du mieux dans le traitement scénaristique des personnages ? Pour la préparation de l'épisode, j'ai regardé différentes vidéos, j'ai regardé différents articles, et notamment une vidéo de la créatrice de contenu InnoTC, YoneTC, pardon, excusez-moi, qui a fait une vidéo qui s'appelle « Le problème des meufs dans le manga ». Et elle mettait en avant ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire les personnages des années 2000, notamment fin 90, début 2000, avec le Big Three, donc Naruto, One Piece, Bleach, mais aussi Dragon Ball. Et elle disait que les mangas de l'ancienne génération représentaient le genre féminin de façon négative, notamment le cas le plus flagrant, c'est le fait que Sakura ne devait pas exister de base, et donc c'est devenu un personnage fonction. Et aujourd'hui, on a à l'inverse des Maki de Jujutsu Kaisen, Mikasa dans SNK, Nezuko dans Demon Slayer, qui serait la nouvelle vague féministe dans la nouvelle génération de manga. Et de là, on peut voir une sorte de logique d'empowerment.
avant d'aller sur la logique d'empowerment, est-ce que vous êtes d'accord sur la représentation, on va dire, femme forte, sur une Mikasa, sur une Nezuko dans Demon Slayer? On l'évoquait un petit peu tout à l'heure, j'entends pour le coup que certains seraient pas d'accord avec moi, mais moi c'est vraiment un cliché qui commence un peu à m'exacerber, enfin à me saouler pardon plutôt. J'en ai marre d'avoir des bons personnages parce que c'est des personnages qui sont forts, parce que c'est des personnages qui sont comme les garçons, qui pleurent pas, qui sont, et cetera, et tous les personnages que tu as cités qui sont d'ailleurs des personnages que j'aime bien, hein, Mmh. Misaka, Nezuko, moi je trouve que c'est des bons personnages, mais ça m'embête que ce soit des bons personnages parce qu'ils ressemblent à des hommes finalement et qui sont aussi puissants que les hommes montrés dans l'univers. C'est toujours ultra intéressant parce que quand on tape, je sais pas, top 100 personnages manga sur Google, on va avoir 2 catégories de femmes, enfin personnages féminins sur Google. On a 2 catégories de femmes, soit les personnages waifu parce qu'elles sont un peu jolies, parce qu'elles sont sympas et petites, copines potentielles, soit c'est des personnages juste qui sont ultra cheatés et qui sont fortes, et c'est Mmh. la seule chose qui fait que ce soit de bons personnages. Ah, ça me saoule un peu, très sincèrement. Alors, j'entends que dans un shonen de baston, en même temps, c'est compliqué de faire évoluer un personnage qui ne fait pas de baston. Mais voilà, le fait que, les personnages évoluent parce qu'ils sont forts et qu'ils ressemblent à des garçons maintenant, moi, c'est un discours que j'aime pas trop et je me reconnais pas là-dedans. J'aimerais que nos personnages féminins évoluent de d'autres manières et soient tout aussi intéressants et aimés, même s'ils font pas de baston et qui tapent des mecs, quoi. Ouais. C'est un peu souvent le problème du terme badass. On l'utilise souvent pour catégoriser les personnages que tu viens de décrire, mais en fait, on devrait beaucoup plus élargir la définition et y mettre des personnages complètement différents et qui sont Mmh forts mh. plus mentalement que physiquement, comme on pourrait l'imaginer pour Mikasa, quoi. Totalement. C'est un point que vous soulevez qui peut servir de fil rouge sur cette partie, c'est sur le terme, badass. En fait, c'est quelque chose là, je disais juste avant, c'est l'empowerment. Déjà avant d'en parler plus précisément, est-ce que vous êtes familière avec, ce terme-là? Ou est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut, représenter? Moi, je sais pas perso. Moi non plus. OK. Alors je j'ai clairement pas la science infuse. Du coup, je vais me permettre de paraphraser, comme un sagouin. En fait, l'empowerment, c'est quelque chose qui est venu, avec, la 2e vague, féministe, donc en 1970, et c'était quelque chose d'ultra radical. En fait, on est dans une période, sociétale où des mouvements féministes apparaissent et explique que le personnel est politique. C'est-à-dire que le foyer, la maison, c'est du politique. On l'a vu, effectivement, si on revient au Japon, c'est clairement politique le fait de ramener, la femme à un, je sais pas, Mmh. à un foyer, bref. Et donc cette apparition de l'empowerment, c'est pour retravailler la frontière entre sphère privée et sphère publique et donc mettre en avant des logiques d'identité. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, bien évidemment. C'est issu d'un ouvrage qui s'appelle L'Empowerment, un nouveau vocabulaire pour parler de participation, écrit par Marie-Hélène Baquet et Carole Biewender, si je ne me trompe pas. Sauf que ça, c'est quelque chose donc qui était revendiqué par les mouvements contestataires pour les citoyens afro-américains. De manière générale, c'est quelque chose qui apparaît aussi en Europe, mais c'est quelque chose qui va être aussi saisi par les forces politiques. Et petit à petit, on va arriver sur une libéralisation du terme, c'est-à-dire que d'une logique, on va dire sociétale, on va arriver sur des logiques individuelles. Et c'est quelque chose qui s'est encore plus libéralisé à notre époque, puisque selon les travaux de Wendy Brown et Pierre Dardot et Christian Laval, en fait, la lutte féministe devient une lutte qui se passe sur le marché. En gros, aujourd'hui, quand on parle d'empowerment, c'est le modèle de la girl boss, ce que tu disais, la femme forte, etc. Et donc, l'émancipation, c'est quelque chose qui n'est plus du tout posé et la justice sociale n'existe plus. J'ai beaucoup parlé, mais est-ce que, l'empowerment, c'est quelque chose d'aussi radical comme on l'a entendu au départ? C'est-à-dire critiquer les logiques structurelles, comme on peut l'avoir avec une Maki dans Jujutsu Kaisen, où on est, sur un girl boss, avec, je sais pas, une Tatsumaki dans One Punch Man, qui est hyper puissante, mais qui est quand même, ultra sexualisée, avouons-le quand même. Je sais pas si tu veux commencer, Juju, ou pas? Non, vas-y, je te laisse. Alors déjà, c'est trop intéressant. Genre vraiment, je j'irai me renseigner sur ça après, parce que je pense qu'il y a énormément de choses à en tirer. Mais comme c'est un sujet que je maîtrise pas des masses, je vais partir un peu dans tous les sens. Mais sans trop m'étaler,
l'émancipation, c'est bien, mais ce serait dommage de réitérer des clichés finalement et de continuer dans de la misogynie parce que l'émancipation des femmes par, le travail, l'autonomie, le fait de gagner de l'argent, c'est une super chose et c'est top si on nous montre ça dans les récits, mais ce serait dommage de tomber, comme on le disait tout à l'heure, dans le fameux cliché de: «Oui, mais du coup, maintenant, une femme forte et une femme cool, c'est une femme qui travaille, qui est ceci, qui a son mec et qui est indépendante, qui est autonome, qui sait se battre» et cetera. Donc ça dépend. Surtout qu'en plus, je pense que maintenant, ces visions-là de femmes fortes, elles peuvent être aussi très vite fantasmées et du coup très vite sexualisées et on retombe dans le travers vraiment de: «Ah bah mince, encore, un male gaze, encore une vision misogyne», donc c'est bon, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est bien, mais faisons attention parce que le biais misogyne, il est jamais loin et dès qu'il peut s'insinuer quelque part, il le fera et c'est un peu ce qui s'est passé pour moi avec la femme forte, quoi. Bah, en vrai, pas grand-chose à rajouter puisque disons que c'est hyper, maladroit. Souvent, on a des personnages féminins écrits par, des hommes et ils en font leur fantasme, inné et je pense que ça passe un peu par le personnage fort, machin et cetera. Mais, bah, pas grand-chose à rajouter quoi, Mita, tu slay. Merci beaucoup. Et beh, dans cette continuité-là, il y a effectivement le traitement scénaristique, c'est-à-dire le comportement, mais il y a aussi l'esthétique. Le chara-design des persos transmet aussi une certaine image, justement de l'apparence d'un personnage, de sa fonction et cetera. Est-ce qu'à nouveau vous trouvez qu'il y a du mieux dans ce qu'il y a, actuellement sur le marché, dans les offres éditoriales? Voilà, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à, Seven Deadly Sins, quelque chose comme ça, Mmh. où il y a, je sais plus du tout les noms parce que vraiment, ça m'a tellement, dégoûtée que j'ai arrêté ce truc. Outre Meliodas qui arrête pas de plotter, Elisabeth tout le temps et que les gens Ouais. défendent Mmh. en mode: «Non, non, non, mais c'est son copain», mais en fait, le Le consentement, consentement, en fait, ouais. Voilà. genre, on va peut-être reprendre les choses, à zéro, mais c'est pas, le pire dans tout ça, c'est, cette, faut que je retrouve les prénoms. Ban, il y a pas Banner, Ban, il y a Ouais, peut-être Ban, un truc comme ça. exactement, ouais. Mmh. Qui kiffe une meuf qui est très vieille, mais qui a, si je dis pas de bêtises, un physique, mais on dirait une enfant. Enfin, c'est lunaire. Et pareil, il y a de la sexualisation à mort, et je suis pas sûre qu'on aille vers du mieux, pour être honnête, malheureusement. Oui et puis, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai l'impression que c'est un peu, ça existait il y a 30 ans, ça existera dans 30 ans, des personnages hyper sexualisés, on en a et après il y aurait beaucoup d'autres, sous-trucs, notamment, la grossophobie, mais pour le coup, mais qui est plus, qui concerne plus tout le monde. Des personnages gros dans les mangas, ça existe pas, ou alors ils sont moqués, et que ce soit pour les filles ou les garçons, pour le coup. Évidemment, on peut parler de la féminité à outrance, hein, la femme, la femme héroïne, elle est forcément toute mignonne, les cheveux longs, bien habillée, et cetera, plantureuse. Le style négligé, ça fonctionne pas, ou alors c'est pour se moquer, enfin. Mais bon, ça, pareil, c'est une vision qui a existé et qui existera, je pense, encore un bout de temps. C'est un peu le syndrome Big Mom, là. Genre, elle est énorme quand elle est vieille, Mmh. et je crois qu'elle est hyper mince enfin, quand elle est jeune, ou plutôt adulte, je sais plus Ouais, exactement, ouais, c'est un mais peu plus jeune, ouais. c'est lunaire. Juste, voilà. Puis c'est pareil, un peu les mamans dans les mangas, elles sont souvent un peu plus grosses, c'est des Mmh. femmes au foyer, elles ont rien à prouver, etc. Et c'est dommage. Sauf Erased, qui a une des meilleures mamans, tout manga confondu. Mais c'est vrai que tu parles des mamans et tout à l'heure on parlait de My Hero Academia. Étonnamment, je trouve que il arrive assez bien à normaliser des physiques de quarantenaires. Alors Ouais. effectivement, on reste dans des clichés, mais que ce soit la mère de Bakugo, que ce soit la mère de Deku, ou bien tous les parents qu'on aperçoit, au final, on est sur des physiques assez classiques et Mmh. enfin, j'y avais jamais pensé, mais c'est hyper agréable. Ouais, c'est ça. Ils sont pas vieux, ils sont pas moches, ils sont pas gros, ils sont pas ultra sexualisés, c'est des êtres humains, incroyable. Et je me permets de faire un pas de côté, par rapport au thème de l'épisode, mais je trouve que c'est très intéressant ce que tu viens de souligner, sur la grossophobie dans le manga. Effectivement, des personnages même comme Sakamoto dans Sakamoto Days, il y a une sorte d'ironie sur le fait qu'il soit gros, en tout cas sur le début du manga. C'est assez, c'est Mmh. assez impressionnant. Enfin, ça m'avait un peu choqué, sur le tome 1. Je sais pas si vous êtes familier avec ce manga, mais Pas du tout, pour le coup. J'ai pas lu non plus, mais y a pas un délire comme quoi il reste hyper fort et tout? exactement. Alors, il reste OK. hyper fort, mais au début, jusqu'à un certain moment, pour qu'il soit au pinacle de sa force, il perd tout son poids.
C'est-à-dire qu'il redevient hyper fin. Genre, pour être super fort, faut être hyper fin. Oui, mais comme toutes ces héroïnes qui, pour être belles et désirables, perdent du poids. Parce qu'évidemment, on peut pas glow up si on n'a pas perdu tout son poids, voyons. C'est Bah oui, bon. logique. Comme Nezuko, qui devient, on va dire, une jeune ouais, femme de ouais. 20 ans ultra sexualisée pour être super forte, quoi. Par J'ai pas exemple. compris. Mais ça me fait penser, Fat Gun, un truc comme ça, dans My Hero Academia, c'est totalement l'inverse. Oui, Genre, quand il est gros, il est hyper fort, et après, il devient tout maigre, et c'est limite un beau gosse. Et on est tous là en mode, bah ouais, mais il a plus de force, genre, trop drôle, j'adore. conclusion, My Hero Academia est un manga profondément progressiste. Lisez-le. Sauf avec un personnage qui est Momo. Mais c'est un autre débat. Ben alors, vu que ça fait déjà 1 heure qu'on parle, comme le temps passe vite, là on était vachement sur du négatif, mais j'aimerais qu'on passe à un autre point que je trouve beaucoup plus intéressant. Est-ce que pour autant, bien que dans la majorité des mangas, il y ait des reproductions genrées, est-ce que vous avez quand même des personnages féminins qui ont changé votre perspective genrée, enfin du genre, pardon. Alors, vous le voyez pas, vous, auditeurs et auditrices, mais j'avais marqué pour faire bien pompeux votre perspective ludonarrative. Mais ouais, en gros, est-ce que vous avez des personnages féminins qui vous ont marqué dans le manga ou dans les animes? Bah, à partir du moment où Full Metal Alchemist existe, je pense qu'on peut dire oui. Mais déjà, pour ceux qui savent pas, l'autrice a changé son nom pour que les lecteurs ne soient pas déroutés à l'idée de lire un manga d'une femme, en fait. Déjà, je trouve ça lunaire, en fait, déjà de base. Et Full Metal, pour ceux qui savent pas de quoi ça parle, c'est l'histoire de Edward et de Elric, pas du tout, de Edward et Alphonse, qui vivent dans un monde où l'alchimie existe et qui a un principe d'échange équivalent. Donc en gros, si tu veux faire quelque chose, il faut que tu donnes quelque chose de la même valeur. Il va y avoir un drame, etc. Et dedans, tous les personnages féminins apportent quelque chose. Il y en a aucun de mémoire qui est sexualisé. Et c'est des personnages féminins. Mais à chaque fois que... Enfin, je sais pas, mais peut-être que dans les tops, et je l'espère, que dans les tops persos féminins, il y a au moins un personnage de Fullmetal, quoi. Parce qu'ils sont juste incroyables. Mouta, de ton côté? De mon côté, oui, effectivement, c'est vrai qu'on a parlé que du négatif, mais il y a plein de trucs qui sont trop cool et qui changent, notamment de plus en plus d'autrices. Et d'ailleurs, je reviens sur un aparté que j'ai fait tout à l'heure, enfin une erreur que j'ai fait tout à l'heure, en parlant de seinen, en disant non, mais de toute façon, c'est pour les mecs, donc machin. Il y a des femmes qui écrivent des seinen maintenant, donc déjà, voir des femmes se réapproprier des œuvres, forcément, ça fera que du bien. Et en termes de personnages féminins qui m'ont marqué, la question était trop intéressante parce que je me suis rendu compte, quand j'ai fait le classement de mes personnages préférés, eh ben, il y avait pas tant de femmes que ça. À 80%, c'était une majorité d'hommes et je me suis dit, ok, bah, ça veut peut-être déjà dire quelque chose, surtout moi qui essaye de consommer quelque chose d'assez large. De manière très classique, et ça va pas être original, puisqu'on peut pas faire une bonne vidéo sans parler de Nana. Je vais parler de Nana, et je vais parler de Hachi. Pour rappel, il y a 2 personnages féminins dans Nana. Il y a Nana Ozaki et Nana Komatsu. Nana Ozaki qui est une femme punk, rebelle, etc. Et Nana Komatsu, ou Hachi, qui est une femme beaucoup moins rebelle et beaucoup plus enjou du scénario et de toutes les péripéties qui va lui arriver. C'est un de mes personnages de fiction préférés, tout médium confondu, parce que, pour faire très simple, c'est la première fois que je voyais une protagoniste qui n'était pas parfaite. J'en parlais tout à l'heure, de cette vision de la femme shoujo absolument parfaite. Nana Komatsu, c'est tout l'inverse. Elle se trompe, elle apprend, elle recommence, elle sait pas, elle galère, etc. Moi, j'adore voir des personnages qui sont humains. Pareil, c'est la première fois étant ado que je voyais un personnage féminin confronté à des sujets qui étaient assez rares. La tromperie, la sexualité, la maternité, le deuil. Trop intéressant de voir enfin des femmes s'approprier ces sujets. Et dernier point, j'adore ce personnage parce que justement, c'est un personnage qui n'est pas moqué par sa faiblesse dans le manga. Je trouve que c'est un personnage qui est très courageux et le manga met en avant ce courage. Pour moi, le courage, c'est d'avoir peur et d'y aller quand même. Ce que Hachi fait tout au long de l'œuvre, elle a peur mais elle essaye, et rien que pour ça, en termes d'écriture et d'humanité, Hachi Forever, vraiment, j'adore ce personnage, quoi. Et en parlant de Nana, il y a souvent ce truc de... On veut s'identifier à Nana Osaki, et pourtant on ressemble beaucoup plus à Hachi. Enfin, c'est le trop paradoxe. Marrant, ouais, vraiment. Mais vous venez de le citer, est-ce que vous avez un personnage féminin qui a même, le terme est peut-être pompeux, mais qui a changé votre vie, en fait, votre manière de vous représenter en tant que femme? Mmh.
C'est dur, hein. Ouais, ça devient très deep là. J'en ai un qui m'est venu, c'est Toru de Fruit Basket. D'accord. Parce que j'ai découvert Fruit Basket quand j'étais gamine. C'est le premier animé que j'ai vu d'ailleurs, Fruit Basket. Après, la version du coup de 99-2000. Et c'est un personnage qui m'a profondément touchée par sa gentillesse et son empathie, mais vraiment extrêmement naturel. Et c'est un peu niais quand j'y pense avec du recul, mais c'est pas grave. Le fait de dire que la gentillesse attire la gentillesse et qu'en fait, si on est bon avec les autres, ça pourra toujours être que bénéfique. Ça m'a absolument transcendée. Aujourd'hui, Toru, c'est un personnage que j'aime d'amour parce que elle incarne l'empathie et la gentillesse incarnée. Et j'espère un jour être aussi pure que Toru dans mes interactions avec les autres parce que la raid, encore une fois. Mais question jamais agréable, désolé par avance, est-ce que tu pourrais présenter Fruit Basket à nos auditrices et auditeurs ? Alors, c'est compliqué, mais pour faire très simple, on va suivre le quotidien de Toru, une jeune orpheline qui, évidemment, a tous les maux de la terre. Elle a pas de thunes, elle a des amis, mais c'est compliqué. Elle a pas de famille, elle vit dans une tente dans la forêt, vraiment. Et à côté de ça, elle essaye d'aller en cours et d'être toute gentille pour que personne ne s'inquiète pour elle. Et elle va rencontrer le clan Soma, qui sont un clan assez ancestral, assez fortuné et richissime. Ils vont avoir un peu pitié d'elle et il y a 3 d'hommes de ce clan qui vont l'inviter à habiter chez eux. Donc fais le ménage, fais à manger et on te laisse un lit pour pas que tu dormes dans la forêt. Sauf qu'elle va se rendre compte que ce clan est damné et qu'en fait chaque personne de ce clan a été touchée par une malédiction. S'il rentre en contact avec le genre opposé, il se transforme en animal du signe, un des animaux du signe du zodiaque chinois. Ouais. Et on va suivre Toru. Et l'impact qu'elle va avoir dans cette famille qui est extrêmement torturée pour 1 milliard de raisons et elle va voilà, il va se passer plein de choses et je trouve que c'est un manga absolument extraordinaire vu la globalité des thèmes qu'il traite et surtout qu'il le fait très très bien. Merci beaucoup, donc disponible bien évidemment chez Delcourt Tonkam, il me semble en édition de luxe. De ton côté, Juju, est-ce que tu as pareil un manga qui t'a marqué en tant que lectrice ? Moi, c'est un peu dur parce que dès que j'ai un coup de cœur, ça devient mon nouveau truc du moment. Et en ce moment, j'avoue, j'ai un petit kiff pour les séries où on va suivre un personnage féminin qui veut s'insérer dans un monde véritablement masculin à l'époque. Donc, My Dear Detective, Rose Bertin qui veut devenir la couturière populaire du moment. Et c'est le genre de série que j'aime énormément parce que finalement, on a vraiment ce personnage qui va parfois devoir se travestir pour arriver à ses fins. Et ça, c'est trop cool parce que finalement, peut-être qu'elle va avoir le respect qu'elle mérite parce que le genre ne signifie rien et si on veut faire quelque chose, faites-le en fait. Ou essayez au moins parce qu'il faut se dire que la société nous met quand même pas mal de bâtons dans les roues. Mais en vrai, globalement, c'est l'œuvre qui m'a le plus marqué, ça reste Fullmetal Alchemist et je le dirai jamais assez, mais lisez cette dinguerie en fait, je sais trop bien quoi. Bien sûr, bien évidemment. Et toi du coup, dis-nous tout. Oh là, alors... T'étais pas prêt, hein. Mon Dieu, non. Piège. Qu'est-ce qui va se passer ? Non, alors, je suis particulièrement sensible à un auteur, malheureusement, mais je trouve que, bien que ce soit un homme, je trouve qu'il met une telle sensibilité dans ses personnages féminins que j'en suis red dingue. C'est Naoki Urasawa. Ah oui, clairement. Parce que Kana et Nina... Tout simplement. Kana, donc l'héroïne principale, si on peut dire. De 20th Century Boy, c'est ça, si je dis pas de bêtises ? Exactement. Et pareil, Nina de Monster, des personnages mais tellement marquants. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Monster, c'est l'histoire d'un médecin qui va décider de sauver un enfant contre la vie d'un politicien pour faire le bien, parce que le politicien... Voilà, bref, je ne dirai pas pour des raisons, je ne continuerai pas parce que j'ai pas envie de faire sauter ce podcast, mais donc il va sauver cet enfant, sauf que cet enfant, il se révélera être un psychopathe, sociopathe et tueur en série des années après. Et ce psychopathe viendra peut-être tuer ou en tout cas kidnapper sa sœur, cette sœur qui s'appelle donc Nina ou Anna en fonction de quand vous lisez ce manga. Et donc notre médecin favori sera là pour sauver cette jeune fille, et en fait au final c'est Nina qui sauvera le personnage principal. Et c'est ça qui est fou, c'est que
On a la même chose avec Kana dans 20th Century Boys. Celles qui font avancer les choses, c'est pas les hommes, mais bien ces deux héroïnes à travers qui le monde tourne, et je trouve ça incroyable. Vous avez déjà eu l'occasion de lire ces mangas? Je suis un peu fan hardcore de Urasawa Merci. et vraiment Kana fait partie de mon top 10 de mes personnages féminins préférés. Je la trouve extraordinaire. Et vraiment, pourtant, j'ai lu le manga il y a 10 ans et j'étais en mode, mais waouh, mais quelle meuf, c'est incroyable. Non, pour le coup, Urasawa, en termes de personnage féminin, il sait le faire. Franchement, il sait le faire. Et aucune once de sexualisation à aucun moment, ou alors j'en ai pas le souvenir. C'est assez extraordinaire. Juju, de Bon, ton côté, bah, Ouais. Objectif 2025, hein. Ah, merci. Exactement. Et alors, si tu veux passer par l'animé pour te faire un avis, j'imagine que Mouta me rejoindra, mais on ne peut que te conseiller Plutôt, disponible sur Ouais. Netflix. Incroyable. 12 épisodes, c'est une super introduction. Mm. Enfin bref, D'accord. en plus, on fait le lien avec Tezuka, enfin bref. C'est du La très grand. boucle est bouclée. Ouais, c'est du très très grand. Et de la même manière, de manière plus récente, on a Emma de Promise Neverland. Ah mais oui, j'aime tellement ce personnage. Et il a été énormément critiqué en fait pendant la sortie de The Promised Neverland sur les réseaux. Complètement bête parce que pour une fois on voyait un personnage féminin qui était pas forcément ce qu'on avait d'habitude, et c'était trop bien. Enfin juste lisez The Promised Neverland parce que disons que les personnages sont tous différents et apportent vraiment une plus-value, et notamment Emma. Et moi j'ai aimé en fait le fait qu'elle veuille sauver tout le monde, et au lieu de croire que c'est un défaut, moi je trouvais que c'était plutôt une énorme qualité quoi. Donc Emma, un bon personnage pour moi. C'est assez drôle. Là, je suis en train de découvrir l'œuvre à travers les perfects de Crunchy. Et dans les premiers chapitres, en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a vraiment une crotte de nez qui est envoyée au lecteur, on va dire, misogyne, etc., en disant que dans la société, dans l'orphelinat, quoi, mais donc dans la société de l'orphelinat, en fait, les représentations genrées n'existent pas. Mm. C'est vrai. C'est dit trait pour trait, c'est génial, enfin. Et l'autrice, la dessinatrice rend tellement hommage à cette sensibilité du personnage, enfin, elle évolue en tant que personne, Emma, quoi. Là où Ray pourrait être beaucoup plus un cliché, ou Norman, pourrait être tous les deux des clichés. Tu l'avais déjà lu du coup avant ? Non, c'était la première fois, justement. En fait, à mon grand dame, je l'avais jamais... Enfin, j'en entendais parler, mais constamment. Et je m'étais dit, ouais, je vais attendre un peu, etc. Puis Kazé a sorti la version, les 2 coffrets intégrales, mais beaucoup trop cher. Donc je fais, ouais, je vais attendre. Et puis la saison 2 est sortie. Non, je vais pas attendre. Et du coup, j'ai profité pour la version de Crunchyroll. Bref. Alors, on l'a vu à travers les personnages féminins, mais s'il y a des personnages qui sont mis en scène, il y a des auteurs et des autrices qui sont derrière. Et bon, on l'a un peu spoil, mais effectivement, des Akane Torikai et bien d'autres, quelles sont vos autrices coup de cœur, vos autrices chouchou? Ah, c'est compliqué. C'est trop compliqué. Si on parle juste de chouchou et juste de pur bonheur, on va parler de Ayazawa, ça on l'a déjà dit. Je vais parler de Yana Toboso, qui est l'autrice de Black Butler. J'adore ce qu'elle fait pour le coup. Et en troisième, Akane Torikai évidemment, Kaoru Mori. Elle a fait Emma, elle a fait Bright Story. Pour le coup, pareil en termes de représentation de la femme et juste d'histoire extraordinaire, c'est absolument divin. Je ne pourrais conseiller que les gens d'aller lire du Kaoru Mori, c'est génial. Vivi, chut. Pardon, mon chat dit miaou. Ouais, moi je pense à Kabi Nagata qui fait beaucoup d'œuvres autobiographiques et qui parle de la place des femmes et notamment de la... Pardon, attendez, je dis à mon chat de se taire. Vas-y. Et du coup, elle fait beaucoup d'œuvres autobiographiques et elle parle aussi, évidemment, de sa place de femme lesbienne dans une société profondément homophobe, quoi. Et vraiment, si vous avez l'occasion de lire, foncez. Et évidemment, comme tu l'as dit, Akane Torikai, qu'on aime tous, quoi. Bien sûr. Clairement. Est-ce que vous pouvez citer 2-3 titres de Torikai qui sont coup de poing pour vous? Le Siège des Exilés, c'est une dystopie où on inverse les rôles.
Incroyable. Vraiment, en fait, moi, cette dystopie, elle m'a trop ramené à l'époque de Hunger Games et tout, où on a vraiment cette société totalement bancale, où il y a plus beaucoup d'hommes, et cette fois-ci, les hommes, ils nous servent vraiment juste à nous reproduire. Et c'est sûrement pas sa meilleure œuvre, mais j'aime beaucoup. Et Saturn Return existe donc, allez lire. Effectivement. Fifi. Moi, j'en citerai 2 du coup. Il y a Amour placebo qui est sympa, mais qui est pas mon préféré. Mais moi, mon œuvre coup de cœur, c'est En proie au silence, qui est je trouve ça absolument extraordinaire, mais apparemment c'est assez divisé. Qui parle d'agression sexuelle et de V. D'accord. C'est extrêmement douloureux. C'est vraiment public averti pour le coup parce que c'est très graphique. Mais je trouve ça presque parfait en tout cas pour moi. On parle d'Akane Torikai, donc autrice extrêmement présente chez les éditions Akata. Éditions Akata qui ont aussi publié les anthologies de Moto Hagio, entre autres, et bien évidemment le Clan des Pots. Vous êtes familière avec cette autrice ? Très peu, moi, pour le coup, malheureusement, je pourrais pas trop en parler. Moi, j'ai adoré Barbara, qui était vraiment... je m'attendais pas à prendre... pas une claque, mais j'ai tellement adoré que j'étais presque choquée. Et j'ai très envie de lire E-Girl, un truc comme ça. Je connais pas. Il me semble que c'est de elle. En tout cas, ça sort dans la même partie d'édition, on va dire ça comme ça, où il réédite des vieilles séries. Et pareil, je crois que c'est des relations toxiques. Vraiment, les relations toxiques, ma passion. Mais j'ai lu que Barbara, donc je pourrais vraiment pas en dire plus. Eh ben, en tout cas, de quoi ça parle, Barbara ? Oh là 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 là, c'est un peu compliqué. Ouais, bon courage, hein, c'est bon. Je l'ai lu il y a un peu longtemps, donc c'est peut-être un peu flou, mais il y a un délire de rêve et de monde un peu imaginaire, on va dire ça comme ça. Et, en vrai, je pourrais même pas vous le résumer, je pense. C'est trop compliqué. Bon, en tout cas, c'est une magnifique invitation pour, chères auditrices et auditeurs, de découvrir l'anthologie, l'œuvre, que dis-je, le bâtiment que représente Moto Hagio. On parlait des années 2000 tout à l'heure. Il y a quand même un groupe d'autrices quand même qui a marqué cette époque, et je pense qu'il nous a marqué en tant que tout petit. C'est les Clamp. Bah ouais. Oui, évidemment. Cardcaptor Sakura, Chobit, XXX Holic, qui va bientôt revenir aux éditions Pika. Ouais. Ça vous dit quelque chose, ces autrices ? Les Clamp, c'est génial, c'est extraordinaire. Enfin, franchement, j'ai pas tout lu, donc j'ai pas commencé à faire la meuf ultra élitiste non plus. Mais Sakura, j'adore. Et pourtant, j'ai grandi avec la version MC Skid censurée à outrance, avec des Lionel, etc. C'est pas grave. J'adore Sakura, je pense que c'est mon œuvre préférée. Chobits, c'est génial. J'avais lu X de mémoire, c'est trop cool aussi. Ouais. Pour le coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de raté dans tous les mangas qu'elles ont proposés. Et rien que pour ça, franchement, chapeau, c'est trop cool. Moi, j'en ai lu aucun. Franchement, je suis trop en retard. Mais c'est pas un délire Clamp, c'est genre une sorte de collectif de plusieurs auteurs, non ? Ou un truc comme ça ? C'est ça, ouais. Ok. Bon, je prends note, et peut-être que j'ajouterai ça à la liste. À nouveau, vu que Pika va vraiment créer une collection dédiée à leur nom, là, tu t'as aucune excuse, parce que vraiment c'est incroyable ce qu'elles font, sachant que une bonne partie de leur univers est connectée. Donc personnellement, je suis vraiment un nerd des world building. Ah oui, donc t'as dû t'amuser là, effectivement. Ouais, c'est génial. Et c'est pas que quelque chose qui est lié aux années 2000 et avant. Aujourd'hui aussi, on a des grands noms du manga quand même qui apparaissent quand même sur le médium. Cette année, à Angoulême, on avait Kamome Shirahama pour l'Atelier des Sorciers. Ah ouais. Un des plus grands mangas actuels. Mais puis, l'expo avait l'air trop bien, en fait. Même, il y avait un truc pour Vinland Saga, si je dis pas de bêtises. Exactement. Et ils font tellement du travail trop cool, enfin, ça donne trop envie d'y aller. C'était... Je veux pas faire genre, mais effectivement, après 3 heures de queue, les 25 mètres carrés d'exposition étaient vraiment géniaux. Mais Kamome Shirahama, je vous invite à écouter l'épisode du FIBD d'Anthropods, où on fait une restitution de l'expo. Franchement, Moto Hagio, Kamome Shirahama, on a quand même une continuité des grandes autrices du manga tout de même. C'est pareil, l'Atelier des Sorciers, un manga que vous connaissez, dont vous avez entendu parler ? J'ai pas encore lu, personnellement.
Non. Ça a l'air super bien. En fait, j'ai un blocage psychologique à commencer des œuvres qui ne sont pas terminées. Donc ça m'enlève beaucoup de choses. Donc je sais que le jour où ce sera terminé, je foncerai dessus. Mais pour l'instant, voilà, j'hésite un petit peu. Ouais, je comprends. Moi, j'ai une question. Est-ce que du coup, Ouais. t'avais le petit chapeau de l'atelier des sorciers quand t'as fait ta petite visite? Alors, j'avoue que par pure timidité et alors que tout le monde le portait, hein, vraiment, si vous étiez cette année à Angoulême, il y avait une horde de magiciens, alors que normalement ils se montrent pas. Mais vraiment, enfin si, ils se montrent d'ailleurs, qu'est-ce que je dis? Mais bref, non, j'ai pas osé, mais c'était trop drôle. Ils étaient trop drôles tous à la voir. Et d'ailleurs, il me semble que l'exposition est disponible sur Paris, ou en tout cas l'a été pendant le mois de février. L'atelier des sorciers, on vous l'a assez présenté sur ce podcast, donc je skip. Dans les grands noms du shonen, qui a un peu redémarré l'économie, on a aussi Gotoge Koya Haru avec Demon Slayer. Bon, on en a un peu parlé durant tout cet épisode. Pour autant, est-ce que vous appréciez l'œuvre de manière générale? Demon Slayer, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Tu peux dire non, ne t'inquiète Non, pas. non, en fait, comment dire, c'est très clivant parce qu'il y a vraiment une grosse fanbase derrière Demon Slayer. C'est pas un mauvais manga, c'est sympa, mais j'ai drop parce que ça fait plus de 10 ans que je me bouffe du shonen et du neketsu plus particulièrement. Disons que ce genre de code m'amuse plus autant qu'avant. Donc je pense que si je l'avais découvert il y a 5-6 ans, j'aurais adoré. Maintenant, c'est plus trop ce qui me plaît, mais ça reste une bonne œuvre, je pense, très sincèrement. Ouais, à force, on n'est plus trop la cible en fait des shonen neketsu. Plus ça va, moins on en lit. Ah, c'est ça, enfin surtout que bon, quand on a bouffé, bon, c'est jamais la même chose évidemment, mais l'utilisation des codes perdure, Bien et au sûr. bout d'un moment, c'est un petit peu moins exaltant, on va dire. Je vous rejoins totalement, d'autant plus que bon, je veux pas recevoir de menaces de mort, mais personnellement, je me suis endormi à l'épisode 2 de Demon Slayer, littéralement. C'est un signe, clairement. Bon, voilà, je vais pas continuer, mais c'est un peu l'effet Kagurabachi, c'est de l'ultra classique, mais Ouais. les mouvements communautaires font que bon, bah, c'est génial que des auteurs et autrices aient la chance de publier leur manga. Après, bon, voilà. Oui, c'est ça, hein, tant qu'il y a le public, c'est principal. Alors, pour terminer cet épisode, est-ce que, avant qu'on arrive au dernier point, est-ce que vous avez d'autres autrices dont vous voudriez parler? Moi, je pense à une mangaka française qui s'appelle Tipiou, qui a fait Les Héritiers d'Agéod. Alors, si je le Oui. prononce mal, je vais m'en prendre plein la gueule. Donc, faites pas attention. Mais je trouve que, pour le coup, elle fait vraiment des personnages féminins cool. Et globalement, les mangakas françaises, ou francophones, je trouve qu'ils font vraiment des bons personnages féminins, genre comme dans Silence ou ce genre de trucs. Genre, donc, franchement, arrêtez d'avoir un peu peur de vous lancer dans les mangas français et foncez, quoi. Totalement. Bah, dans la même logique, vu que tu parles de manga français, pareil, en autrice, je vous conseille Green Mechanic de Yamishin, disponible aux éditions Kiyun. C'est de la SF, un peu dans l'héritage de Gun, très sympa. Voilà. Eh bien, pour conclure cet épisode, ma foi, passionnant, et on pourrait en parler pendant des heures, est-ce que tout simplement vous auriez des recommandations, des titres qui vous parlent en lien avec ce sujet? Vous êtes prêts? Notez, hein, parce qu'il y en a peut-être une dizaine. En vrai, je peux me retourner, regarder ma mangatech, et j'ai vraiment genre une étagère avec que ça. Donc moi, je dirais L'enfant en moi, parce que vraiment, ce manga, il était pas du tout attendu, et personne l'avait demandé. Et pourtant, quel plaisir de le lire. Ça parle d'enfantilité. C'est une jeune de 16 ans qui tombe enceinte, et on va voir tout le travail qu'il y a autour de ça. Le père qui est pas d'accord, les difficultés avec l'école, etc. Et ça fait réfléchir. Et même si la société japonaise est pas la même que la nôtre, bah ça serait pareil ici, quoi. Donc, franchement, foncez. Il y a Moi aussi, donc Fake Your Smile, enfin, Heure de chez Oui. Naban Édition. Naban, mais merci de nous proposer ça. Entre ça, l'éveil d'Ibari, mais on est tellement servis. Donc, franchement, juste foncez, quoi. Bon, je vais t'en laisser un peu, Muta, vas-y. Non, mais de toute façon, quand j'ai vu le Notion, c'est vraiment le premier truc que j'ai rempli de mon côté. Recommandation, vraiment. Donc, j'avais hâte d'arriver à cette partie. J'en ai choisi 4, mais ça a été dur. Empereur au silence, on en a déjà parlé. Manga très graphique
pour moi, si vous avez en dessous de 18 ans, ne le lisez pas parce que voilà, mais ça parle de ouais. d'agression. Je trouve Mm. ça assez extraordinaire. Je vais parler de Claymore. Bon, c'est Oh, écrit par génial. un homme pour Mm. le coup, mais Claymore, c'est de la dark fantasy avec littéralement que des femmes. Je trouve ça génial et ce serait bien qu'il y ait plus de visibilité sur ce manga. Juste bon courage pour les trouver en physique. On peut parler de Beastars et de Paru Oui. Itadaki. Mais oui, C'est l'autrice. pareil, Bien sûr. l'autrice avec sa tête de coq pour Ouais, elle est ne trop pas qu'on voit marrante. son visage. Beastars, c'est trop bien et ça a des personnages féminins trop cool. Ça parle justement même de sexualité, de désir, d'amour. Ça englobe beaucoup de choses et c'est génial. Et le petit dernier, histoire de finir sur une note joyeuse, Mon mari dort dans le congélateur, qui parle de violence, qui parle de violence intraconjugale. C'est en 2 tomes, c'est pas parfait, mais rien que pour le sujet, ça mérite le coup d'œil. Donc, mes petites recommandations pour faire des cauchemars la nuit. Allez-y, c'est gratuit. Top. En vrai, je pense qu'on pourrait citer Yona aussi parce que ça a été un peu le visage Oui. du mouvement Libérer les shoujo, donc Totalement Yona, raison. princesse de l'aube. D'ailleurs, au niveau des recommandations, vous aurez toute la liste, enfin en tout cas une partie de la liste sur donc l'Instagram entre-pods-, je déteste ce pseudo. Et entre pods directement disponible sur TikTok. Et bien, alors merci d'en avoir parlé, merci sincèrement parce que je voulais vraiment faire un point spécial sur les éditions Naban. C'est pour ça que je voulais faire cette partie reco. Je te rejoins totalement. J'ai lu Her donc hier soir pour la préparation de cet épisode. Le récit de il me semble 6 femmes Ouais, je crois. qui se croisent dans leur vie, qui se détestent, qui s'aiment, qui apprennent à s'aimer, etc. Si vous avez un tome à lire, un one-shot à lire plutôt, lisez ce bouquin de Tomoko Yamashita, qui est aussi autrice de Entre les lignes, disponible chez Kana. Mais vraiment, foncez lire ce que sort Naban, notamment parce qu'il y a une autre série en 5 tomes qui est sortie, qui s'appelle Les Fleurs du passé de Haruka Kawashi. J'ai les bouquins sous les yeux, je suis en train de lire leur nom parce que j'ai pas du tout préparé cette émission comme il le fallait. Mais c'est un manga qui n'a pas... qui a sa communauté, mais malheureusement en librairie, qui est un peu sous le flot de sorties immenses que vous connaissez si bien. Donc n'hésitez pas à soutenir la maison d'édition parce que c'est sûrement une des meilleures en termes de patrimoine. Donc voilà, je parle beaucoup, excusez-moi. Voilà. Trop intéressant, je connaissais pas, donc je note. Ah, fonce. Franchement, Ouais, vraiment. ce manga, je le montre à la caméra, Les Fleurs du passé. C'est l'histoire d'un jeune homme qui tombe amoureux de sa patronne fleuriste. Déjà, il décide de travailler pour elle. Et un soir, il décide de lui avouer son amour. Sauf que une fois chez elle, il découvre qu'un homme... Le fantôme de... Ah Ouais, oui, c'est ça. exactement. J'ai vu l'animé il y a des années. Je savais pas qu'il sortait un manga, c'est trop bien. Il était déjà sorti par le passé, il me semble, chez Kana, mais peut-être que je dis des bêtises. En tout cas, il était sorti. Il a été réédité par Naban. Voilà. Ah, mais c'est génial, parce que oui, c'est trop bien ça. Mais je le découvrirai sur papier, je pense. Eh bien, franchement, je ne peux que te le conseiller. Et aussi, big shout out to les éditions Mangetsu qui ont publié aussi She Wasn't a Guy, qui parle justement de 2 jeunes filles qui apprennent à s'aimer, à découvrir ce que c'est l'amour. Et voilà, pareil, c'est splendide. Voilà. Vive les lesbiennes. Bravo les lesbiennes. Bravo les lesbiennes. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Eh bien, terminons là-dessus. T'as totalement raison. À nouveau, toutes les recommandations seront disponibles sur le post. Toutes les sources de cet épisode seront disponibles sur les posts. Merci à YonoTC pour sa vidéo. Merci à vous deux pour votre participation. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux, dans la vie? Où est-ce qu'on peut vous retrouver si on s'intéresse à votre contenu? TikTok pour moi et exclusivement TikTok pour l'instant. Si vous voulez me voir parler de rien, vous pouvez aller sur Twitter. J'ai un Twitter, mais c'est vraiment du shitstorm, donc allez-y si ça vous amuse, mais ce sera pas très pertinent. Mais globalement, que TikTok pour l'instant. Et moi c'est TikTok et Insta, voilà. Ok. Et bien évidemment, pour vous deux, Mutamanga tout simplement, enfin Mutamanga et Juju par le manga tout simplement. Exact. Ok. Ouais.
Merci, magnifique. Merci beaucoup pour votre participation qui était géniale. C'était passionnant. Merci énormément. Merci à toi aussi. Oui. Alors avant qu'on termine cet épisode, on a une petite tradition désormais. On a une phrase de conclusion. Est-ce que vous pouvez la lire, sachant que bien évidemment en off on ne s'est pas du tout arrangé pour distribuer Pas du tout. pour distribuer le slogan. Bah écoutez, le podcast est né livre. Et partout, il est dans les cases. C'était Entre Pods, le podcast qui parle de beaucoup trop de choses. Oh, pardon, c'est l'émotion. Merci énormément Mutamanga, merci énormément Juju par le manga. Et magnifique journée. Également. Salut. Salut tout le monde. L'épisode vous a plu ? Vous souhaiteriez en apprendre plus ? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Threads et TikTok. De la part de toute l'équipe, nous tenions à vous remercier sincèrement d'avoir écouté ce podcast. D'ici là, prenez soin de vous, n'arrêtez jamais de lire, et à très vite pour discuter entre pods.